Je suis Bernard Ourcade, géographe. J'ai travaillé en Iran depuis 1970 et j'ai été de 1978 à 1983 notamment directeur de l'Institut français de recherche en Iran, donc résident en Iran. J'ai vécu la révolution là-bas. Et ensuite j'ai dirigé l'équipe de recherche Monde iranien qui réunissait les chercheurs français du CNRS, de Paris 3, la Sorbonne Nouvelle, de l'Angzo, l'École pratique d'autres études pour faire une équipe qui travaille sur l'Iran. L'Iran aujourd'hui a au moins trois dynamiques qui sont complémentaires et concurrentes à la fois. Une première dynamique est nationaliste. L'Iran est une nation, une des plus vieilles nations du monde, défend son territoire, sa culture, ses frontières. C'est très important. La deuxième identité importante de l'Iran, c'est l'islam. L'Iran moderne est fait autour du chiisme. Donc quand Khomeini arrive au pouvoir, ce n'est pas nouveau. Le chiisme a toujours été le cœur de la nation iranienne. Et donc il y a une dynamique musulmane, chiite, dans la politique iranienne. Mais ce n'est pas uniquement une opposition entre nationalisme et islam. C'est plus compliqué que ça parce qu'il y a un troisième élément qui est l'international, l'ouverture internationale. L'Iran, c'est le premier pays de la région où on a découvert du pétrole en 1908. Autrement dit, l'Iran est impliqué dans le capitalisme international depuis le début. Et aujourd'hui, on sait que la société iranienne est une des plus ouvertes, ou celle qui cherche le plus l'ouverture internationale. Et l'exigence économique, de redressement économique qui actuellement est une priorité. Autrement dit, en Iran, quand on veut étudier l'Iran, et le cas syrien est dramatiquement le premier exemple international où ça s'applique, il y a à la fois, de façon complémentaire et concurrente, les dynamiques nationalistes, islamiques et mondialisation de l'Iran. Ces trois éléments sont là. Le premier élément était, quand l'Iran devient indépendant et devient république islamique, il s'agit d'avoir un allié contre Israël. Parce qu'Israël reste un pays important qui, du point de vue de la mythologie du monde musulman, est essentiel. Et pour l'Iran, pays chiite, en marge de la question palestinienne, il fallait rentrer dans le monde musulman. Et donc s'allier avec des pays qui soient anti-israéliens de façon fondamentale. Et c'est la Syrie qui était à l'époque le plus fort de ce point de vue-là, alors que l'Égypte venait signer les accords de Camp David. Et donc il fallait, dans la logique de la révolution islamique, avoir un allié anti-israélien. Et, ma foi, la Syrie est un bon exemple. Deuxième élément, deuxième facteur important, la guerre Irak-Iran, qui fonde toute l'histoire contemporaine iranienne. Si vous voulez savoir ce qui se passe en Iran, qui est qui, regardez où était-il celui-là pendant la guerre Irak-Iran. L'Iran est attaqué par l'Irak. Et donc ils ont besoin pour se défendre d'un allié. Et donc l'allié syrien, qui était purement idéologique, devient un allié militaire, un allié pour la nation iranienne, pour défendre les frontières, d'avoir derrière l'Irak un pays qui soutenait l'Iran. Et ça a été fondamental. Ce qui fait qu'il y a eu des relations militaires qui sont installées entre l'Iran et la Syrie pour cela. Petit détail qui a confirmé cela, Hafez el-Assad, le père de Bachar el-Assad, a multiplié les voyages à Téhéran pour confirmer ainsi la fin de son isolement dans le monde arabe, étant contre Israël et contre des accords de Camp David d'un côté, et d'avoir, du point de vue économique, un allié un peu solide contre l'Irak, le grand voisin irakien. Et troisième élément important pour l'Iran et la Syrie aujourd'hui, c'est l'aspect international, c'est-à-dire que l'Iran a besoin de montrer, et c'est dans cela que la guerre en Syrie est un grand problème et que l'Iran cherche à en sortir, l'Iran a besoin aujourd'hui de relations internationales, d'être un pays sympathique, un pays ouvert aux investissements. Et pour cela, il faut qu'il ait une bonne image internationale. Et c'est pour cela que la Syrie est un grave problème, parce qu'ils sont empêtrés dans cette guerre qu'ils viennent de gagner, entre guillemets, à Alep, mais il faut maintenant en sortir, et donc il est urgent que l'Iran avance, et cet aspect international est essentiel, c'est un levier essentiel dans l'évolution et dans la perspective d'une solution politique en Syrie. L'Iran et la Syrie sont deux pays qui sont en bonne relation, et c'est tout. Le printemps arabe à Damas, ou à Dera exactement, et donc tout le monde dit Bachar el-Assad est mort. Dans 15 jours, le régime s'effondre. Et toutes les chancelleries du monde disaient le régime s'effondre. Donc en France, on a Alain Juppé qui reconnaît un gouvernement syrien en exil, avec des exilés qui se trouvaient en France. L'Iran, à ce moment-là, a quelques inquiétudes, a pris des contacts avec les rebelles. Pour les Iraniens, en effet, ce qui est important, c'est d'avoir à Damas un pouvoir fort qui les protège de l'Irak, éventuellement, qui soit un acteur important contre Israël, hein, et qui ne pose pas trop de problèmes. Et qui en plus permettent les pèlerinages à Damas. Donc il faut garder les intérêts économiques aussi, mais qui sont secondaires par rapport à la masse de l'Iran. Donc de relations de bon voisinage tranquilles. Mais à partir du moment où tout le monde constate que le régime de Bachar va tomber, et c'est une question de semaines ou de jours, tout le monde y va, tout le monde va à la soupe. D'abord, les rebelles, les pays occidentaux, les Européens, les Français notamment, disent voilà, le nouveau gouvernement irait. Mais immédiatement, en Arabie Saoudite, dans les monarchies pétrolières, qui sont l'autre grande puissance émergente de la région,
Ils ont dit, mais le pouvoir à Damas, qui est un pouvoir anti-saoudien, anti-monarchie du Golfe, le pouvoir est à prendre pour pas cher, puisque le pouvoir s'effondre. Donc immédiatement, les monarchies pétrolières ont soutenu tous les mouvements djihadistes qui étaient destinés à prendre le pouvoir à Damas contre les quelques démocrates qui n'étaient pas armés fortement, et contre l'Iran. Sachant que pour eux, l'arc chiite, ça existait, même si, je crois, on en reparlera peut-être, ça n'existe pas, mais pour eux, Téhéran, qui est en train de renaître, est en train de conquérir le monde musulman, et c'est une catastrophe évidemment psychologique et politique. Donc on peut couper à très bon marché, en prenant le pouvoir à Damas, qui est à prendre par terre, en envoyant des djihadistes prendre le pouvoir à Damas. Et ça fait en même temps une barrière contre Téhéran. Et c'est à ce moment-là que les Téhéranais arrivent en disant « Je suis prêt à ce que Bachar s'en aille si on me garantit un gouvernement stable qui défende l'essentiel des intérêts à Damas. Mais si ce sont les Saoudiens ou les Qataris ou les Émiratis qui prennent le pouvoir à Damas, ça veut donc dire que Bagdad va être fragilisé, que Bagdad va tomber, et je serai encerclé par les Saoudiens qui sont déjà au sud, qui sont déjà avec les talibans qui reviennent en Afghanistan, et ils seront déjà en Syrie et en Irak. Et à ce moment-là, l'Iran lance son activité militaire contre Daesh et contre les troupes islamiques et intervient pour soutenir Bachar, parce qu'il n'y a pas rien d'autre. Ils savent que les démocrates n'ont pas la force militaire de prendre le pouvoir, que les forces djihadistes sont, elles, efficaces sur le plan militaire, et que c'est là le vrai danger. Et donc à ce moment-là, l'Iran rentre dans l'activité militaire sur l'Iran, sur la Syrie. Mais c'est en quelque sorte en réponse à l'arrivée des Saoudiens, des monarchies pétrolières qui viennent prendre le pouvoir à Damas. Téhéran et Damas avaient une alliance financière, entre autres, c'est-à-dire que Téhéran fournissait à Damas, pendant la guerre Irak-Iran notamment, du pétrole à pas trop cher. Et donc le soutien financier était intéressant. Les Iraniens ont investi à Damas du point de vue de l'hôtellerie, des transports, ce qui est d'ailleurs mal vu par les Syriens qui disent que viennent faire ces Iraniens en masse. Ce n'est pas gigantesque, mais ils sont présents. Ils ont des relations qui étaient assez solides. Donc, dès que la guerre commence, l'Iran dit, attention, nous ne soutenons pas fondamentalement le régime de Bachar el-Assad, chaque pays est indépendant, mais nous voulons un gouvernement fort à Damas. Et donc, ils soutiennent le gouvernement de Damas par des moyens politiques, de critique de ce qui se passe, et dire, attention, ceux qui veulent prendre le pouvoir à Damas, ils veulent prendre le pouvoir dans une ambiance de djihadisme, de réseau international soutenu, wahhabite, soutenu par l'Arabie saoudite, ce n'est pas uniquement de la démocratie. Et donc très rapidement, sont intervenues d'abord les forces spéciales. L'Iran, avec la création du Hezbollah au Liban, avait Damas pour base arrière pendant la guerre du Liban et la guerre Irak-Iran. Autrement dit, les officiers des gardiens de la Révolution, notamment de la force Quds, qui est la force spéciale des Iraniens, connaissaient bien Damas, ont des relations avec Damas, pour le terrorisme à une époque, pour les actions militaires, pour la formation du Hezbollah, pour le soutien militaire et l'envoi d'armes au Hezbollah. Donc, ils ont une base militaire importante. Ils sont sur place. Ils ont été les premiers tout de suite à conseiller l'armée de Bachar pour faire face à la rébellion. Et ensuite, ils se sont rendus compte rapidement que Bachar el-Assad était incapable de faire quoi que ce soit. Son armée était plus motivée, pas suffisante, et donc il y avait un risque que Bachar s'effondre. Et donc les Iraniens ont progressivement augmenté leur appui militaire à ce moment-là à Damas, par la force Quds qui est un peu plus nombreuse, en envoyant quelques militaires des forces spéciales de l'armée, non pas simplement des gardiens de la Révolution, et ensuite il faut des gens pour occuper le terrain. Une guerre ne se gagne pas en envoyant des rafales bombarder un site, c'est être sur place. Il fallait du monde. On ne peut pas envoyer des troupes iraniennes, des Iraniens chiites en pays arabes sunnites, ça ne marche pas, c'est pas possible. Donc ils ont pris des milices chiites, irakiennes, mais afghanes aussi, pakistanaises, tout ce qu'on trouvait de mercenaires. Ils ont donc constitué des milices de tueurs, mais des gens qui occupaient le terrain, ils ont formé plus ou moins, contrôlés par les gardiens de la Révolution, pour essayer d'en faire des forces qui, quand les forces spéciales ont vaincu l'adversaire, occupaient au moins le terrain et faire ce qu'ils ont fait jusque maintenant. Autrement dit, l'Iran a été obligé de rentrer dans l'engrenage, ce qui pose un problème grave au président Rouhani, qui lui, au contraire, voudrait montrer que l'Iran est un pays pacifique, un pays qui est en train de s'ouvrir au reste du monde. Il est clair que le régime de Bachar el-Assad est soutenu par une minorité, les Alaouites, donc ils sont une population minoritaire en Syrie. Par ailleurs, cette armée, elle a quand même autre chose que des Alaouites, mais ils sont capables de faire une répression très forte. On l'avait vu en 82 lorsque les gens de Hama, près de 30 000 morts dans une ville, la ville a été rasée quasiment, avec le massacre de Dera où ils ont fait 2 ou 3 000 morts au début, et avec leur action de répression sauvage qui a fait que les Syriens sont non seulement été tués 300 ou 400 000, et surtout l'exode, en montrant que l'armée syrienne a une capacité de terreur, mais pas une capacité de victoire.
C'est ça le problème, ils ne contrôlent pas le terrain. Ils sont capables par contre de faire peur, de terroriser la population. Et donc c'est cela qui a fait que les Iraniens ont été extrêmement gênés. J'ai vu des diplomates de haut niveau en Iran qui ont dit Bachar el-Assad est une crapule, c'est un bandit, c'est un voyou, c'est un mauvais président, il ne contrôle pas son territoire, il est capable de tirer dans le tas et c'est tout. Et donc nous, Iraniens, nous critiquons le gouvernement de Bahreïn, par exemple, parce qu'il tire sur le peuple et ne respecte pas la liberté. Nous ne pouvons pas critiquer le roi de Bahreïn et soutenir Bachar en tant qu'individu. Sa politique, elle est finie. Il n'a aucun avenir en Irak, en Syrie. Mais aujourd'hui, il n'y a rien d'autre. Qui voulez-vous mettre à la place? Les forces rebelles ne sont pas suffisamment fortes et installées sur le terrain, elles sont trop minoritaires. Et les djihadistes sont les autres alternatives. Donc avec les djihadistes, il n'y a pas le choix. Les djihadistes sont un danger mortel pour la Syrie, mais ça qui se débrouille, mais surtout pour nous, Iraniens. Et donc, on est amené à le soutenir militairement, parce qu'il est incapable de le faire. Et à la fin, les Iraniens n'étant pas suffisamment forts, ont fait appel aux Russes. Quand il y a 2 ans, ils ont constaté que l'armée de Bachar s'effondrait complètement, les Iraniens physiquement soutiennent Damas et grâce au Hezbollah, et la sécurité physique de Bachar el-Assad, mais ça ne suffit pas. Il faut contrôler la Syrie. Et donc ils ont dit aux Russes, on ne tient pas. Si vous ne venez pas nous aider, on ne tiendra pas. Et donc, appel aux Russes qui, à ce moment-là, rentre en scène, et c'est la deuxième étape. Mais les Iraniens ont avec les Russes une alliance assez ambiguë. Le Hezbollah est un parti politique libanais qui est l'héritier d'une grande force populaire qu'il y a au Liban. Au Liban, il y a aujourd'hui grosso modo 40-50% de la population libanaise, vu l'exode, etc., qui est chiite, depuis toujours. L'Iran a été chiitisé, converti au chiisme par des Libanais au XVIe siècle. Donc c'est une réalité. À l'époque du Shah, les relations étaient très fortes. Et le Shah contrôlait policièrement, la Savak contrôlait les chiites du sud-Liban. Donc, lors de la guerre Irak-Iran, de la guerre du Liban et Irak-Iran, les Iraniens donc, ont utilisé cette influence pour faire en sorte que les chiites du sud-Liban deviennent pro-république islamique et être un outil contre les Français, Anglais et Américains qui étaient au Liban et aussi contre l'Irak. Donc c'est ainsi que la création du Hezbollah s'est faite, grâce à l'appui, à l'argent, à l'appui militaire des Iraniens, à l'armement iranien. C'est une chose. Mais aujourd'hui, les Libanais, qui sont des Libanais, ils ne sont pas Iraniens. Et donc malgré les nombres de posters de Khomeini qu'il y a dans les rues du sud de Beyrouth, les Libanais sont Libanais. Et aujourd'hui, le Hezbollah est le principal composante du gouvernement national libanais. Il est peut-être un peu fantoche et faible, mais c'est eux qui gouvernent le pays. Autrement dit, il y a de plus en plus une indépendance nationaliste du Hezbollah par rapport à l'Iran, qui reste le grand frère, bien évidemment. Mais on le sait très bien, quand la nécessité s'est fait ressentir d'aller soutenir Bachar, l'Iran ne pouvant pas envoyer son armée, n'a pas les moyens de le faire, et politiquement, ce n'était pas possible. Il fait donc envoyer le Hezbollah, population arabe. Donc le Hezbollah fait le boulot. Ils sont en même temps militairement très efficaces. Donc quelques milliers de soldats du Hezbollah sont allés soutenir Bachar et jouer leur propre rôle. Mais on sait très bien qu'au niveau du Hezbollah, certains ont dit, attention, l'Iran nous commande, allez combattre les pays arabes. Nous sommes un pays arabe. On est quand même ici, dans la région. Les Iraniens sont à 2000 km d'ici. Et donc, ça crée des divisions à l'intérieur du Hezbollah. Et dans la guerre de Syrie, a fait en sorte que le Hezbollah, certes, reste un allié de l'Iran, et l'Iran de Hezbollah, la division entre les deux n'est pas possible, mais il n'empêche, ça crée une scission à l'intérieur. Certains disent, le Hezbollah, ce ne sont pas les mercenaires, ne sont pas les petits jouets des Iraniens ou de qui que soit d'autre. Et donc, en ce sens-là, la guerre de Syrie et la relation Iran-Hezbollah est très importante dans le cas de Libanais. L'archiite, c'est un mot qui a été inventé par le roi d'Arabie, soutenu par le président Moubarak d'Égypte, qui a été étronné. Voyant que l'Iran est en train de revenir sur la scène internationale, nous sommes avant l'arrivée de 2011, et on se rendait compte, après en particulier les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, où on a vu les Saoudiens donc être les principaux acteurs finalement via Al-Qaïda, force qui ne contrôle pas, du terrorisme international. Les États-Unis sont retournés vers l'Iran, en disant l'Iran est un régime impossible, nous sommes contre le régime iranien, mais l'Iran en tant qu'État est le seul pays assez stable et lourd pour être capable de contrôler la région. Les Saoudiens sont incapables, regardez le 11 septembre. Les Iraniens contrôlent leur territoire au moins. Donc à ce moment-là, on a constaté, les pays arabes, accessoirement sunnites, ont constaté que l'Iran devenait le partenaire des Américains. Effectivement, les Iraniens, les Américains font tomber les talibans en Afghanistan, principal ennemi des Iraniens, et Saddam Hussein. Et donc, les Américains dressent le tapis rouge, nettoient les dangers pour l'Iran. Et donc, il dit, l'Iran va revenir, ça y est, c'est fait. Et donc, voyant que l'Iran était déjà actif au Hezbollah et au Liban depuis très longtemps, et ami de la Syrie, que désormais les Iraniens
était proche du gouvernement de Bagdad fait par les Américains, ils voyaient, ça y est, la jonction est faite. De Kaboul à Beyrouth, il y a un axe iranien. Ils ne pouvaient pas parler d'Iraniens parce que, populairement, c'est chiite, c'est beaucoup mieux. Quand on veut faire la guerre, on va chercher l'idéologie du voisin. Et donc, c'est les protestants contre les catholiques. En Irlande, ce n'est pas protestants contre catholiques, c'est les unionistes contre les indépendantistes. Mais on parle des sales boches, des sales english. Bon, on insulte l'adversaire. Et donc, du point de vue populaire, l'arc chiite, c'était joli. Le croissant chiite. Mais ça, c'est la dynamique dont je vous ai parlé, de la dynamique islamique de l'Iran. L'Iran, effectivement, cherche à trouver des alliés dans le monde chiite. L'Iran est isolé, c'est une île. Il y a des petits groupes chiites ici et là, dispersés dans l'océan sunnite. Et donc l'Iran, qui est en plus indo-européen, persan, iranien, et pas arabe, ni turc, il est isolé. Donc il cherche à chaque fois à s'associer de petits groupes, et ce sont des petits groupes qui sont chiites ou non arabes. C'est pour ça qu'il a soutenu les Arméniens contre les Azéris en Azerbaïdjan, la guerre d'Arménie. Et il y a les chiites du sud Liban, il y a 3 communautés chiites en Afghanistan, chez les Hazaras, il y en a en Arabie Saoudite. L'Iran essaie de trouver des petits groupes qui pourraient montrer qu'ils ont une influence contre l'océan arabe, l'océan turc, l'océan sunnite. Et donc, cette dynamique chiite de l'Iran, elle existe. De là à croire que l'Iran a uniquement une stratégie chiite pour conquérir le territoire, c'est contraire à l'identité nationale iranienne. L'Iran est un pays hyper nationaliste, c'est l'autre point dont je parlais. L'Iran est un pays nationaliste, pas impérialiste. L'Iran n'a jamais été un empire. Le Shah d'Iran n'était pas un empereur, c'était un pays, il gouvernait un territoire très limité, le même depuis le XVIe siècle, qui n'a pas bougé pratiquement, qui était un peu réduit. Et l'Iran, à part Darius au 5e siècle avant Jésus-Christ, n'a jamais dirigé un empire. Pourquoi? Les Iraniens ont toujours été religieusement à part, ils étaient zoroastriens et non pas de dirigeants différentes. Ils ont été chiites et non pas de religion sunnite majoritaire. Ils sont indo-européens et non pas arabes ou turcs. Et donc, ils ont toujours cherché à trouver des points d'ancrage. Et donc l'Iran n'a pas cette dynamique impérialiste. Ils savent qu'ils ne peuvent pas contrôler le reste du monde. C'est pour ça qu'ils ont fait appel au Hezbollah pour les soutenir. Donc ce qu'ils veulent par contre, c'est défendre leurs frontières. Et ça, c'est essentiel. Si on ne voit que l'Iran en termes chiites, on dit regardez, les Iraniens sont là, là et là. C'est vrai. Ils soutiennent les petites îlots de l'archipel chiite. C'est un archipel, ce n'est pas un réseau, c'est un archipel. Et on dit c'est impérialiste. Non, c'est un archipel chiite dont ils ont besoin. Et deuxièmement, ce qui est important, c'est protéger les frontières de l'Iran. Et c'est ça qui est essentiel. La guerre Irak-Iran est essentielle. Ils ont fait 8 ans de guerre avec leurs voisins. Leur problème, il est là. Ils ne tiennent pas à avoir encore 8 ans de guerre avec l'Azerbaïdjan ou bien l'Arabie Saoudite ou les Pakistanais. Il faut protéger la frontière. Et donc l'essentiel pour les Iraniens, c'est cela. Il est normal que les puissances adverses disent « regardez l'impérialisme iranien ». Mais il faut voir aussi leur vision. Et on comprend fort bien l'Arabie Saoudite, par exemple, qui pendant 36 ans, et la monarchie pétrolière, ont été les bénéficiaires de l'isolement de l'Iran. L'Iran n'existait pas. L'Iran était le rock state, État voyou, sanctionné, mis sous embargo, et un État paria. Ils ont donc eu l'extraordinaire développement économique, culturel et politique depuis ces 30 dernières années. C'est extraordinaire, d'Abu Dhabi, Dubaï, sont des succès fantastiques. Maintenant que ça change, ils sont évidemment terrorisés. Qu'est-ce qui va se passer? Nous ne sommes plus les rois. Il faudra partager le royaume avec ces Iraniens, que l'on croyait perdus. Et non, ils reviennent. Ils sont à nouveau là. Ils sont très différents. Et donc, il y a cette opposition entre les deux, et l'opposition n'est pas sunnite-chiite, ce n'est qu'un décor, cela. Quand il faut parler et insulter le voisin, il faut créer son ennemi. Mais c'est entre deux États qui n'existaient pas il y a 40 ans. Il y a 40 ans, la République islamique d'Iran n'existait pas. C'était l'Iran du Shah. Et aujourd'hui, c'est très différent. Et les monarchies pétrolières n'existaient pas il y a 40 ans, indépendantes en 72. Lorsque la révolution islamique arrive en 78, Dubaï n'existe pas. Et aujourd'hui, c'est la capitale de la région. Donc on voit qu'aujourd'hui, on a deux puissances, deux États, avec leur complexité religieuse, économique, politique, et deux États militaires qui se font face, l'Iran et les monarchies pétrolières. Et quand elles s'affrontent dès qu'il y a l'occasion. On le voit pour la Syrie, les Saoudiens arrivent à leurs djihadistes, les Iraniens arrivent tout de suite. Et ça peut se passer maintenant, n'importe où ailleurs, en Irak, en Afghanistan ou au Pakistan, n'importe où. Les deux forces importantes sont en rivalité totale. Et tant qu'il n'y a pas un accord entre Iran et Arabie Saoudite, pour faire bref, on risque d'avoir des guerres comme ça de Syrie qui risquent de se multiplier en tout le Moyen-Orient. Mais les Iraniens, et il y a eu un discours très intéressant de Javad Zarif, ministre des Affaires étrangères iranien, quand il était de passage à Paris lors de la visite de Rouhani, le président iranien, à Paris, donc il y a un an de ça. Il a fait une réunion avec des journalistes et quelques universitaires. Son discours a été l'Arabie Saoudite qui pose un problème, qui est impérialiste, qui ne contrôle pas ses terroristes, qui multiplie les groupes terroristes partout. Bon, une vision très négative des Saouds. Et
et sur Bachar el-Assad en disant, écoutez Bachar el-Assad, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre capable de prendre le pouvoir à Damas, de contrôler un petit peu le territoire, qui est reconnu à l'ONU, c'est le gouvernement légal reconnu par tout le monde dans le monde. Est-ce que vous pensez qu'un colonel rebelle qui est à Idlib, ou qui est dans la banlieue de Beyrouth, ou un groupe djihadiste peut être un interlocuteur crédible qui va gouverner la Syrie? Non. Il y a, alors il ne disait pas, mais 100 fois hélas, que M. Bachar el-Assad qui est là. Donc, il n'a pas d'avenir, et c'est clair, il disait très clairement, ce monsieur n'a pas d'avenir politique. Parce il n'a pas été capable de contrôler son pays. Il a fait 300 000 morts, c'est pas possible. Il a mis la moitié des Syriens à la porte. Non, il est incompétent. Mais aujourd'hui, il n'y a pas le choix. C'est le seul. Donc il faut passer par lui, non pas pour le garder, mais pas pour le mettre à table et lui dire, Monsieur Bachar el-Assad, vous devez accepter le cessez-le-feu, vous devez accepter la paix, vous devez accepter une nouvelle constitution et des élections et accepter qu'il y a d'autres pouvoirs que le vôtre, de partager le pouvoir. C'est-à-dire la mort du système de Bachar el-Assad. Alors qu'il aille ensuite en exil au Guatemala, c'est son problème personnel, mais ce n'est pas important. Ce qui compte pour Téhéran, c'est d'avoir là un pouvoir fort, qu'ils soient chrétiens ou juifs. Quelqu'un, en plaisantant, m'a dit qu'il y a à Damas des juifs, des chrétiens, des zoroastriens ou des bantous, on s'en fiche complètement. On veut à Damas un pouvoir fort, qui même s'il n'est pas très ami de l'Iran, soit honnête vis-à-vis de nous. Notre priorité, ce n'est pas le Hezbollah, ce n'est pas la lutte contre Israël, c'est aussi la défense de l'intérêt national. Non, on est très content d'avoir le Hezbollah, d'avoir la lutte contre Israël, d'avoir des amis à Damas. Si on n'a pas de grands amis, on aura au moins des voisins corrects. Et c'est ça qui compte pour nous. Aujourd'hui, on voit les accords des Russes et la victoire d'Alep, qui a été très importante, dramatique, comme c'est la guerre. Mais on voit les Turcs, les Russes et les Iraniens sur le terrain, reprendre Alep. Les Iraniens ne vont pas coloniser Alep. Ces troupes qui ne sont pas iraniennes d'ailleurs, qui viennent un peu partout, des miliciens. Bon. Mais ce qui compte, c'est que l'Iran est là. Donc sans les Iraniens, sans l'appui iranien, les Russes n'auraient rien pu faire. Les Russes ne sont pas sur le terrain. Et donc, qui contrôle le terrain aujourd'hui? Ce sont les Iraniens. Donc ils sont là. Cela dit, ils sont assez faibles parce qu'ils ont dû demander l'aide des Russes. Et donc les Iraniens ne sont pas tout seuls. Et ils savent très bien qu'il faut compter sur les rebelles qui sont également opposés à tout ce qui est Daesh et Al-Qaïda. Et il y a Bachar el-Assad. Et donc les Iraniens ne peuvent rien imposer, mais ils sont devenus des acteurs. Et ce qui est important, c'est la guerre en Syrie, c'est pour ça qu'elle est fondatrice. Les guerres, hélas, sont fondatrices des avenirs. La Seconde Guerre mondiale était épouvantable, mais ça a créé l'ONU, ça a créé ce qu'on a connu pendant 50 ans. Parfois pas si mal que ça. Dans la guerre en Syrie, c'est le drame le pire depuis la Seconde Guerre mondiale, mais qui a restructuré le Moyen-Orient. Les Américains étaient partis d'Iran en 1979, les Russes ne sont pas arrivés, mais ils ont progressivement montré qu'ils étaient les seuls sérieux dans la région. Les Américains ayant ravagé l'Afghanistan et ravagé l'Irak, ils sont incapables. Les Russes disent, écoutez, nous, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. On le fait à Damas, à Bagdad, à Alep. Bon. Donc les Iraniens, on les a mis, les Iraniens c'est un État voyou, on ne veut pas des Iraniens, régime change, il faut supprimer la République islamique, c'est une honte, etc. Tout le discours anti-iranien. Les Iraniens ne sont pas des anges. Mais on ne peut pas faire une politique comme cela. Les Iraniens, c'est 4 millions de personnes, c'est un vrai État solide. Et donc dire l'Iran n'existe pas, c'est criminel du point de vue des géopolitiques. Et donc on fait tout sur l'Arabie Saoudite et sur Dubaï. C'est pas sérieux. Il faut rééquilibrer les choses. Et donc aujourd'hui, l'Iran est enfin reconnu comme un acteur. Et donc à Astana, l'Iran était autour de la table avec la Turquie et la Russie. Il n'y avait pas l'Arabie Saoudite, il n'y avait pas les Américains, ils sont dans les couloirs, mais pas autour de la table. Et ça qui est important. C'est le retour de l'Iran, non pas de l'Iran chiite qui veut conquérir le Moyen-Orient et convertir au chiisme le reste du monde. Les ayatollahs, comme pensent à cela, bien évidemment, il y a toujours des extrémistes dans un pays, mais ce n'est pas l'essentiel. L'Iran s'impose comme nation nouvelle, c'est une renaissance de l'Iran, république et non pas monarchie, qui a pour devise indépendance, liberté, république islamique, ma foi des slogans qu'on peut accepter. Et les Iraniens disent, sans nous, on ne peut rien faire dans la région. Et c'est en cela que la victoire d'Alep, et au-delà du drame d'Alep et de la victoire conjoncturelle, c'est l'Iran qui revient dans la scène internationale avec la Russie, avec la Turquie. Le problème, c'est qu'il faut maintenant faire rentrer dans le jeu l'Arabie Saoudite. Mais comme l'Arabie Saoudite est un des soutiens des djihadistes et des plus radicaux, il faut d'abord que l'Arabie Saoudite change un peu sa politique internationale pour qu'il soit admis autour de la table. Et ils y arriveront, bien évidemment. La priorité pour l'Iran, c'est l'accord sur le nucléaire et l'exécution bonne de l'accord sur le nucléaire, ce qui n'est pas le cas jusqu'à maintenant, puisque même le gouvernement américain d'Obama a signé l'accord, veut le développer, mais pour l'instant ne l'a pas appliqué puisqu'il a imposé de nouvelles sanctions sur tout pratiquement. Les sanctions sur le nucléaire sont sorties, mais comme il reste des sanctions sur le terrorisme, sur les droits de l'homme et sur tout ce qu'on voudra, l'Iran reste sous sanctions et l'argent ne revient pas en Iran, les entreprises ne peuvent pas revenir en Iran. Pour l'Iran, c'est vital.
Parce qu'ils savent très bien en Iran que la République islamique ne peut durer, et c'est essentiel, cela pour eux, comme tout gouvernement. L'État iranien ne peut rester que s'il y a un changement social, si les jeunes qui sont formés ont du travail. C'est l'ouverture internationale. L'autre pilier de l'Iran, après le nationalisme et l'islamisme, c'est l'ouverture internationale. Il y a une demande très très forte d'intégration à la mondialisation. Ils voient Dubaï, ils disent c'est une honte. Dubaï devrait être à Téhéran, et c'est de l'autre côté du Golfe Persique. Donc pour l'Iran, retrouver une prospérité économique, ça prendra 20 ans. C'est une priorité absolue pour défendre l'Iran et pour défendre la République islamique qui dirige l'Iran. Sinon, il y aura une révolution en Iran. Et donc le gouvernement iranien a besoin de ce développement international. Et pour cela, il faut arrêter la guerre, impérativement. Parce que sinon, ça va développer chez eux les forces djihadistes qui existent, contre Israël, contre les Saoudiens, contre les sunnites, etc. Ça existe en Iran. Ils ont du pouvoir, ces conservateurs. Pour le gouvernement iranien, y compris le guide de la République islamique, cette hypothèse, il faut la contrôler au maximum. Et donc pour cela, c'est l'accord avec les Saoudiens. Depuis son arrivée au pouvoir, le président Rouhani cherche à aller à Riyad. Il n'a jamais eu de visa. Toujours refus de discussion. Les Saoudiens insultant les Iraniens, ayant peur du retour iranien. Ils disent pour l'instant, on essaie de les combattre. Et ils étaient dans une logique de confrontation, et c'est les Syriens qui ont fait les frais de cela. Pour les Iraniens, ils veulent revenir. Les Iraniens ne sont pas des anges, ils ont aussi leur réseau qui n'est pas très sympathique, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils cherchent à affirmer leur puissance, mais pas une puissance territoriale. L'Arabie saoudite a son réseau wahhabite. Et dont les Iraniens disent, nous sommes isolés avec notre archipel chiite et quelques soutiens ici et là, dans un océan qui nous est hostile. Et donc, l'avenir de la région et de la paix dans la région, ça passe fondamentalement par un rapprochement irano-saoudien, qui sont le cœur du sujet. Ça commence un petit peu des deux côtés, malgré l'hostilité, la haine qu'il y a et le drame syrien. La guerre de Syrie, parce qu'on a montré qu'elle était sans solution, et qu'aujourd'hui, après avoir soutenu Daesh, Daesh est le pire ennemi des Saouds, le pire ennemi de la dynastie des Saoudiens. Les Saoudiens ont compris qu'ils sont allés trop loin, et de même que le 11 septembre, ils ont vu que leurs propres enfants n'étaient pas capables d'être contrôlés, ils ont fait détruire les Twin Towers de New York. Aujourd'hui, les djihadistes de Daesh sont capables, s'ils prennent de la force, après la chute de Mossoul, de se retourner contre l'Arabie saoudite. Et donc, ils ont besoin que les Iraniens, quelque part, fassent le travail contre Daesh, comme les Américains ont fait le travail contre Saddam Hussein et contre les talibans. Donc c'est le rapprochement irano-saoudien qui est la clé de toute la stabilité pour les 20 prochaines années dans le Moyen-Orient.